Merci beaucoup. Et bien maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette séance. Vous allez pouvoir poser des questions. On va commencer par une première série de questions autour, parce qu'on l'a vu dans la consultation MEC.org, il y a beaucoup de questions autour de l'accessibilité de la communication, l'accessibilité du numérique, la sensibilisation aussi de la société pour lutter contre les discriminations. Et donc ce sont ces sujets-là qu'on souhaite aborder dans une première partie. Vous avez des volontaires qui vont s'approcher de vous. Il suffit de lever la main. C'est assez simple, in fine. Pareil, évidemment, on ne traite pas les situations singulières, vous l'avez compris. Vous parlez, plus on prendra de questions, plus vous serez en synthèse. Donc, posez votre question de manière assez simple et en réponse, il faudra être aussi simple sur les explications. Alors, il y a une première question. Alors, surtout, vous vous présentez. Donc Fernando Pinto da Silva, vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées en charge de l'accessibilité, de la conception universelle et du numérique. Je vais essayer de poser ma question de façon simple, mais je vais quand même essayer de l'illustrer un peu, parce que pour certains d'entre nous ici, c'est peut-être pas si évident que ça. On pourrait parler de conception des biens et des matériels, de l'accessibilité au cadre bâti, au commerce, etc. Moi, je vais focaliser mon intervention sur le numérique. Le numérique, c'est une déferlante pour l'ensemble de la population, et pour les personnes en situation de handicap, c'est un vrai questionnement. Ça peut être une source d'autonomie comme une source d'exclusion supplémentaire. Je vais prendre donc l'exemple, par exemple, du dossier médical partagé. Est-il accessible aujourd'hui ou pas? Non. Est-il possible aujourd'hui de pouvoir utiliser les sites de l'Internet public? Alors, pour prendre rapidement quelques chiffres, en 2014, une étude menée par l'association Braillenet montrait que sur un échantillon significatif, seulement 3,7% des sites montraient une déclaration de conformité. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient accessibles, ça veut dire qu'ils disaient s'ils étaient accessibles ou pas. Et sur ces 3,7%, en réalité, seulement un site Internet présentait 10 critères d'accessibilité numérique. Des exemples, on pourrait encore en citer quelques-uns. On a parlé de formation ce matin. On pourrait se poser légitimement la question de savoir si mon compte formation est une application accessible. La réponse est non. On peut également poser la question de savoir aujourd'hui s'il est facile ou pas de chercher des offres d'emploi sur le numérique, aujourd'hui quand on est en situation de handicap. Et pour faire écho aux propos liminaires de Jérémy ce matin, alors même qu'il y a actuellement en débat prochainement en tout cas un projet de loi sur l'audiovisuel, la question qui se pose à nous aussi, c'est va-t-on enfin avoir des médias qui soient accessibles avec de l'audiodescription, de la langue des signes française, du sous-titrage, et ce, sans nécessairement penser qu'au contenu. C'est déjà bien de penser au contenu, mais si on a accès à des contenus accessibles, ou plus exactement, si on produit des contenus accessibles, la question qui se pose à nous, c'est est-ce que les tuyaux qui y mènent sont eux-mêmes accessibles? Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir m'inscrire à un fournisseur d'accès à l'Internet de façon accessible? Oui, non. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, la réponse, c'est non. Est-ce que je peux facilement gérer ce matériel? Alors là, il peut faire jusque pendant 1 heure. Non, je vais l'arrêter à un moment donné. Je suis pas mal poli, mais à un moment donné, je l'arrête. Je termine sur un point. Rappelez que le 12 mars prochain se termine une consultation qui a un référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui c'est accessible? Est-ce qu'on peut s'y inscrire et pouvoir participer de façon citoyenne? Aujourd'hui, la réponse est non. Donc ma question, elle est simple. Ma question, elle est simple. Que pensez-vous faire concrètement pour que dans les années qui viennent, le numérique soit une composante d'accessibilité pour l'ensemble des Français? Je vous remercie. Eh bien, ça tombe bien. Puisque j'ai manqué à tous mes devoirs, je n'ai pas dit qui étaient les ministres présents. Évidemment, nous avons beaucoup de ministres qui sont présents, et merci beaucoup, et qui vont vous répondre au fur et à mesure de vos questions. Je vais prendre une deuxième question et ensuite on vous répondra, vu que je pense que là, nous avons plusieurs ministres qui vont pouvoir répondre. Une deuxième question, témoignage, interrogation. Vous vous présentez, c'est pareil, vous vous levez, vous vous présentez, et vous faites aussi court
plus court que Fernando. Je ne peux pas l'assurer. Bien, je me présente, je suis Madame Valencia, Cécile. Je viens de Dijon. Et je suis ici parce que j'ai participé à la consultation sur make.org. J'avais proposé une idée force qui a été retenue, à mon grand étonnement d'ailleurs. L'idée, c'était un travailleur handicapé n'est pas un incapable. Il peut juste autrement. Je pense qu'il serait bon de populariser cette idée-là dans le grand public et auprès des recruteurs aussi. Dans quel but? Évidemment, pour faire changer l'image des handicapés dans le monde du travail. Alors pourquoi? Je suis très sensibilisée. Je suis mère d'un jeune handicapé visuel de naissance qui galère depuis presque 10 ans pour s'insérer dans le monde professionnel. Alors, on pourrait penser qu'il n'est pas qualifié. Si, il a 2 formations. Il est journaliste, il a une licence professionnelle de journaliste radio. Et il a refait une formation après, puisqu'il n'arrivait pas à travailler dans le journalisme, n'ayant pas le permis de conduire. Il a passé un BTS d'assurance, plus par raison, et pour avoir un métier, disons, alimentaire. Ça n'a pas marché non plus, je vais être rapide. Alors, je vais avoir une expression très vulgaire, vous m'en excuserez. Il a le cul entre 2 chaises. Je m'explique. Il est trop handicapé pour les employeurs parce qu'il n'est pas assez productif, avec énormément de guillemets, et il n'est pas assez handicapé pour la MDPH, qui estime que ce handicap, non, je ne dis pas n'en est pas un, mais presque. Là, il y aurait un problème, il faudrait revoir, du moins dans certaines MDPH, revoir les critères de définition de la malvoyance. Où en est-il aujourd'hui? Il est en service civique à la mission handicap de l'Université de Bourgogne. Et comme il est très très impliqué, ça le passionne. Et il fait un travail de communication. Mais ça va se terminer. Donc c'est très lourd. C'est très lourd pour lui. C'est injuste. C'est usant pour les aidants que nous sommes, nous les aidants familiaux, qui accompagnons ce parcours depuis de nombreuses années et au prix parfois de problèmes médicaux sérieux. Alors j'aurais une note plus optimiste. Sur son parcours, il a reçu d'aide. Les seules véritables aides, ça a été celles d'associations. Pour ne pas les nommer, le GIA de Paris. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît cette association. On va peut-être pas lancer le débat là-dessus. On va faire plus court. OK. Il a une proposition, il en a des tas. Voilà. Je vais me faire l'écho de ce qu'il m'a demandé de transmettre, étant donné que c'est lui qui devrait être à ma place aujourd'hui. Il propose de coupler le temps partiel subi d'un jeune handicapé avec le temps partiel choisi d'un senior volontaire en fin de carrière. Il faut tenir compte effectivement de la fatigabilité des handicapés au travail. Et voilà. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Je vous remercie. Alors, on a plusieurs questions dans les questions et en même temps, vous avez remarqué qu'à l'entrée, il y avait une boîte à questions. Donc, merci à mes collaboratrices d'avoir fait une synthèse. Il y a 2 questions complémentaires qui ont été posées et qui sont au cœur de nos sujets. Est-ce qu'en définitive, la sensibilisation, la communication, c'est-à-dire le changement aussi de posture, ça ne se travaille pas dès la toute petite enfance, et notamment dans les crèches? Et une question qui a été remise au goût du jour par Jérémy Borroy, qui est la communication gouvernementale. Où en est-on? Qu'est-ce que l'on fait? Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et donc, j'appelle les ministres qui vont répondre à ces différentes questions, qui se sentent concernés, mais vous l'êtes tous, puisque tous concernés, tous mobilisés. Voilà, on se réveille. Allez, alors, on va prendre la parole, tour à tour. On commence par vous.
Bien, merci. En effet, pour répondre à la question tous mobilisés, moi je crois fortement, et nous portons avec Sophie Cluzel l'inclusion dès le plus jeune âge et l'inclusion pour tous les enfants, notamment ceux qui sont en situation de handicap. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous partons d'un constat, c'est que 54% des enfants en situation de handicap sont encore accueillis ou gardés par leurs enfants, contre 32 par leurs parents, contre 32 par l'ensemble des familles en France. Donc, fort de ce constat, nous avons transformé notre tarification de mode de garde, de crèche, sur 2 leviers en créant au 1er janvier 2019 un bonus inclusion handicap pour permettre aux structures qui accueillent un enfant, et ce dès le premier enfant reconnu ou en reconnaissance de handicap, avoir des moyens financiers supplémentaires, parce que l'on sait que, en effet, pour avoir un accueil de qualité et permettre l'inclusion de l'enfant ou de ses enfants dans l'établissement, il faut avoir des moyens humains, des moyens aussi matériels. Donc ces bonus inclusion handicap sont là pour cela. Nous avons un quart des crèches qui en bénéficient actuellement. Et puis à partir du 1er janvier 2020, nous avons étendu ce bonus handicap parce qu'il était réservé uniquement aux enfants qui avaient une reconnaissance au handicap. On sait que la reconnaissance est parfois longue, qu'il nécessite une prise en charge aussi particulière et bien en amont. Et donc depuis le 1er janvier 2020, ce bonus inclusion handicap est ouvert dès lors qu'il y a un certificat médical et que la prise en charge est en cours et que la reconnaissance du handicap de l'enfant est en cours. Donc ce bonus se sert à cela. Je voulais juste rappeler également que on parle souvent des crèches, mais le premier mode de garde en France, ce sont bien les assistants maternels. Et depuis le 1er novembre 2019, nous avons augmenté le complément mode de garde de 30% pour les enfants qui ont cette reconnaissance du handicap, pour qu'ils puissent être gardés là aussi sur un temps spécifique et que les parents puissent choisir soit le collectif par les crèches, soit l'individuel par les assistantes maternelles, donc l'inclusion dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Merci Fernando pour votre question sur la question de l'accessibilité des sites internet, notamment des sites internet de l'État et du service public, parce que je crois que ce qui est en jeu à travers l'accessibilité numérique, ce n'est pas l'accessibilité du numérique, mais c'est bien l'accessibilité du service public, et donc c'est une question du service public. En l'espèce, on le sait, vous avez cité des chiffres, on a publié nos propres chiffres pour la première fois ce matin sur l'accessibilité des 250 démarches les plus utilisées par les Français, et les chiffres sont effectivement extrêmement insatisfaisants, une autre manière de dire catastrophique, puisque c'est seulement 13% des sites qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, plus globalement, je pense que la question de l'accès des services publics via le numérique est un problème de préoccupation. Le défenseur des droits l'a pointé du doigt à de nombreuses reprises. La manière dont nous avons mené à marche forcée depuis des années la question de la numérisation des services publics a laissé de côté beaucoup trop de nos concitoyens. Ça a permis à un certain nombre de nos concitoyens plus de simplicité et plus d'accessibilité, ne serait-ce que pour les personnes en situation de handicap moteur, mais pour d'autres personnes, ça a créé de nouvelles inégalités. C'est pour ça que depuis 1 an et demi, nous avons engagé une démarche extrêmement volontariste sur la question de l'accessibilité, de la simplicité des démarches administratives, sur la question du handicap, mais pas que, avec à la fois la volonté de reposer les règles. On a avec Sophie Cluzel signé un décret il y a quelques mois qui rappelle les règles, la nécessité et l'obligation pour les sites internet du public, mais également un certain nombre de sites internet d'entreprises privées, de se mettre à niveau, et de se mettre à niveau, faute de quoi elles seront sanctionnées. Nous avons depuis quelques jours mis en place une cellule spécifique en lien avec les recommandations de Jérémy Borroy et du Conseil national du numérique, qui a rendu un rapport sur l'accessibilité des démarches administratives et des sites internet, une cellule spécifique au sein de l'État qui doit accompagner et faire monter en compétence l'ensemble des administrations sur l'accessibilité des sites internet, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on rencontre, c'est le fait que les développeurs sont insuffisamment formés, et ceux qui développent les sites et qui mettent en place les sites sont insuffisamment conscients. Et donc on va mettre en place une task force spécifique au sein de la direction du numérique qui viendra appuyer les développeurs et les informaticiens de l'ensemble des sites internet des administrations. Dernier élément, j'ai dit tout à l'heure 13%. 13% de sites, ça fait très très peu
sur les 250 démarches les plus utilisées par les Français. Très très peu, surtout que cette obligation existe depuis longtemps. Il faut que nous mettions des objectifs extrêmement ambitieux. Moi, je pense qu'il faut que nous nous fixions ensemble la volonté d'avoir plus de 80% de nos sites qui, d'ici 2022, sont accessibles aux personnes en situation de handicap, selon les critères que nous sommes fixés. C'est 13% à 80% en 2 ans. C'est assez ambitieux. D'ailleurs, je me tourne vers mes collègues ministres, puisque une partie de la pression va aussi retomber vers eux. On viendra accompagner les administrations parce que c'est indispensable, mais je pense que c'est une question au fond d'égalité, donc on doit se mettre ce genre d'objectif ambitieux. Évidemment, l'objectif c'est 100%, mais comme on est à 13% d'ici 2022, on se met déjà à 80%, et ensuite je pense qu'il faut qu'on arrive très vite à 100%. Alors, messieurs et madame les ministres et puis madame la porte-parole du gouvernement, il faut vous présenter quand vous parlez, parce qu'il y a des personnes qui ne vous voient pas. Eh oui, c'est comme ça. Alors on y va. Donc, Sibeth Ndiaye, je suis la porte-parole du gouvernement. Apparemment, une question dans la boîte à l'entrée interpellait le gouvernement à très juste titre sur l'accessibilité en fait, de la communication gouvernementale, parce que d'abord, on est assez mauvais en la matière, je le reconnais bien volontiers. Et ensuite, parce qu'on a déjà réalisé des efforts avec Sophie Cluzel pour faire en sorte que la citoyenneté soit plus accessible aux personnes handicapées. Et pour pouvoir exercer sa citoyenneté de manière éclairée, il faut que les discours politiques, au sens large du terme, soient plus accessibles aujourd'hui. Je sais qu'au dernier comité interministériel, nous avons aussi été largement interpellés par M. Bauroy sur le sujet. Et donc, je peux vous annoncer aujourd'hui que nous avons souhaité, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, nous avons souhaité faire des efforts qui soient immédiatement visibles. Donc, dès la fin du mois de mars, les principaux discours du président de la République seront intégralement accessibles. De même que pour le Premier ministre, ils seront dans un premier temps sous-titrés, ainsi que les comptes rendus du Conseil des ministres. À partir de la fin du mois de juin 2020, on basculera pour les discours du Premier ministre, qui seront, comme ceux du Président de la République, intégralement accessibles. Et le porte-parole est le mauvais élève pour une raison technique toute bête, c'est que actuellement la salle de presse où la porte-parole du gouvernement intervient habituellement est en réfection, et donc sa réfection intégrera une accessibilité, et donc on fera en sorte que les comptes rendus du Conseil des ministres soient semaine après semaine intégralement accessible à partir du mois de septembre, date à laquelle cette nouvelle salle de presse, également accessible pour le handicap moteur, sera livrée à l'Élysée. C'est une petite marche qui va changer les pratiques, y compris qui sera, je crois, non seulement plus inclusive pour les citoyens qui sont handicapés, mais aussi plus inclusive aussi pour ceux qui répercutent la parole politique, qui sont les journalistes. Et je pense que c'est aussi important, parce que on peut être aussi, la dame qui est intervenue tout à l'heure le disait, on peut avoir aussi des personnes qui sont handicapées et journalistes et qui doivent pouvoir exercer leur métier d'information dans de bonnes conditions. Et donc c'est à la fin des fins une double obligation pour nous, faire en sorte que ceux qui sont notre médium pour parler aux citoyens puissent accéder à l'information qu'on délivre, à la communication qui est la nôtre, et dans le même temps que les citoyens de manière large pour le faire. Et nous souhaitons également que de manière générale, dans tous les ministères et pour tous les ministres, nous accroissions notre capacité à rendre accessible la communication gouvernementale. Eh bien, nous voilà au rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, oui, l'audiovisuel. L'audiovisuel. Oui, Franck Riester, ministre de la Culture. Bonjour à tous. Ça a été évoqué rapidement, mais d'une façon assez forte, les questions audiovisuelles tout à l'heure. Ça tombe bien parce que nous avons une actualité gouvernementale et législative avec la loi sur l'audiovisuel qui a été présentée en Conseil des ministres en décembre et qui va commencer en discussion à l'Assemblée nationale fin mars, début avril. La loi de 2005 donnait des obligations aux chaînes de télévision d'avoir un certain nombre de programmes adaptés, accessibles en audio-description ou sous-titrés. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut aller évidemment bien plus loin. Il faut prendre en compte l'évolution aussi des technologies,
puisque jusqu'à un certain temps, les programmes de télévision étaient accessibles que via le poste de télévision. Or, aujourd'hui, vous le savez, les moyens d'accès sont bien plus nombreux et un grand nombre de programmes sont accessibles via des plateformes ou via des services de vidéo à la demande. Et donc, la loi prévoit très clairement d'augmenter le volume horaire de programmes qui sont adaptés, accessibles, demande que ces obligations soient étendues aux plateformes et aux services de vidéo à la demande, et de travailler aux moyens d'accessibilité, parce qu'on voit bien qu'en matière de technologie, on peut faire beaucoup mieux en matière d'accessibilité. Mais depuis un certain nombre de semaines, nous travaillons avec le CNCPH, avec Sophie Cluzel et ses services, avec les parlementaires, pour, dans le cadre de la discussion parlementaire, on aille encore plus loin sur de nombreux sujets, mais je vais en citer 4 très rapidement. D'abord, certes, il faut étendre les programmes accessibles aux plateformes, aux services en vidéo à la demande, mais il faut aussi le faire pour la télévision de rattrapage. Il n'est pas normal que des chaînes de télévision diffusent des programmes sous-titrés ou en autodescription en direct, en live ou en linéaire, mais pas en télévision de rattrapage. Donc on va intégrer dans la loi le fait qu'il y ait des obligations sur la télévision de rattrapage. Il faut faut faire progresser le volume de programmes sous-titrés ou en autodescription, mais il faut aussi améliorer la qualité. Et donc, le CSA aura des pouvoirs pour regarder aussi l'amélioration de la qualité des programmes accessibles. D'autre part, il faudra faire en sorte que les programmes majeurs, ceux qui sont les grands rendez-vous sportifs, culturels, tout à l'heure ça a été évoqué, les campagnes électorales, mais aussi l'information, soient accessibles. Et en matière d'information, nous partageons l'ambition qui est la vôtre de faire en sorte que l'objectif de la chaîne d'information en continu du service public, France Info, soit bien 100% de programmes accessibles. Ça sera vraisemblablement inscrit dans le contrat d'objectifs et de moyens. On aura l'occasion de le dire très clairement lors des discussions dans l'hémicycle, mais c'est une ambition et un objectif tout à fait légitime, et je le dis très clairement aujourd'hui. Et ensuite, il y a la question de la visibilité aussi des personnes en situation de handicap à la télévision. Le CSA fait déjà un travail remarquable avec les médias, puisque vous savez qu'il y a une charte qui a été signée par les médias et le CSA lors du comité interministériel du handicap, le dernier, pour que les médias s'engagent à faire en sorte qu'il y ait davantage de représentation des personnes en situation de handicap à la télévision. Et dans la loi, on va renforcer encore les pouvoirs du CSA pour s'assurer qu'effectivement, il y ait davantage de visibilité. Donc voilà, dans ce projet de loi audiovisuel, beaucoup de choses au service de la visibilité et de l'accessibilité. Merci beaucoup. Merci à vous. Des avancées fortes qui étaient très attendues. On va tout de suite prendre d'autres questions dans la salle. Alors je sais que vous voulez tous prendre la parole. On a une question qui est au premier rang, ici. Oh, je pense que ça va parler accessibilité. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'APF France Handicap. Oh, bah ça va parler accessibilité. Alors attention. Ça va être pour Julien de Normandie, je le pense. Une petite question, on se prépare. Un seul micro suffira. Chère Sophie Cluzel, mesdames et messieurs les ministres, chers tous, dans un peu plus de 4 ans, oui, Alain Rochon, président d'APF France Handicap, dans un peu plus de 4 ans, la France va organiser un événement mondial, les Jeux Olympiques. Ce gouvernement nous a fixé, par ailleurs, un objectif très ambitieux en termes de tourisme. Accueillir 100 millions de touristes étrangers. On considère en général que parmi ces touristes, il y en a 3% qui sont en situation de handicap. Je ne suis pas polytechnicien, mais ça doit faire dans les 300 000. Ces touristes étrangers sont habitués à aller à Londres, à Barcelone, trouver un accueil, trouver des transports complètement accessibles. J'ajoute que 2,5 milliards de téléspectateurs auront les yeux braqués sur nous pendant tout l'été, non seulement pour les Jeux Olympiques, mais également pour les Jeux Paralympiques. Alors qu'en est-il ? Nous avons, vous savez qu'on est un peu pervers parfois, on a mené une enquête avec l'IFOP, juste avant Noël, 12 000 personnes.
C'est moins important que Mekong, mais tout de même, 12 000 personnes, dont 3 000 personnes valides. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent deux choses. La première, c'est que la France est loin d'être accessible aujourd'hui. Elle est loin d'être accessible. 86% de nos concitoyens, qu'ils soient handicapés ou pas, ont des difficultés dans leur déplacement quotidien. Ça nous interpelle. Les métropoles les plus vertueuses, je ne les citerai pas pour ne pas pénaliser celles qui le sont moins, mais elles-mêmes font des scores relativement bas. Cédrico parlait de 13%, là on est à 30% dans le meilleur des cas. Nous apprenons également, enfin pas à APF France Handicap, que au-delà des fauteuils roulants et des personnes en situation de handicap, l'accessibilité concerne tout le monde. Les personnes âgées, on est dans une société qui vieillit. Les parents avec poussettes, les grosses valises qui partent en vacances et qui dévalent difficilement les marches du métro. Claude Chirac l'a dit, on a démarré en 1975, ça va faire 50 ans. Il y a eu cette loi de 2005 qui a fixé 10 ans pour mettre la France en accessibilité. Et puis il y a eu les agendas d'aménagement programmés qui n'ont... J'arrive à mes questions. Non, mais allez-y, hein, c'est un peu comme Fernando, donc allez-y. Non, ce sera plus rapide. J'en viens à mes 3 ou 4 questions. Des 6 ou 7 Pour nous, associations qui représentons, et vous l'avez dit tout à l'heure, 12 millions de personnes et 8 millions d'aidants, pour nous, il est grand temps maintenant, cher Julien de Normandie, de rendre nos logements enfin accessibles. Et je sais que vous y travaillez. De faire un bilan public de la situation, des ADAP. La déléguée ministérielle à l'accessibilité dispose des chiffres. Ça n'est pas ce gouvernement qui est le seul responsable. Ça fait des années qu'on traîne le sujet. Donc ayons le courage d'afficher les chiffres. Appliquons quelques sanctions. Je sais, Sophie, que vous n'êtes pas forcément partisan, et moi non plus, d'une accessibilité punitive, soyons clairs. Soyons plutôt dans l'encouragement. Et le président de la République a très bien compris qu'on pouvait enfin mobiliser les acteurs, non pas pour leur dire « c'est votre devoir, c'est une charge pour vous », mais ça peut vous rapporter, ça peut développer votre chiffre d'affaires, ça peut faire des emplois non délocalisables. Voilà donc ce que nous vous demandons au nom de près de 1 Français sur 2 aujourd'hui. Merci beaucoup. On prend tout de suite une deuxième question. On ne pourra pas toutes les prendre, vous serez évidemment. On a M. Gâteau qui voulait nous parler. Alors, oui. L'UNAPI, quel est le sujet? Luc Gâteau, président de l'UNAPI, papa d'une adulte de 30 ans avec déficience intellectuelle. Les associations se félicitent que le dernier projet de loi de finances sécurité sociale ait prévu une enveloppe dédiée de 90 millions d'euros pour faire cesser les départs des personnes en situation de handicap vers la Belgique. Pour les 3 régions les plus concernées, Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est. Cette enveloppe va permettre de développer des solutions alternatives au départ en Belgique, mais c'est la pointe visible de l'iceberg des sans-solutions. Car notre pays compte malheureusement des milliers de personnes sans solution d'accompagnement adapté dans toutes les régions de France et toutes générations confondues. Ce problème est connu depuis longtemps et il va malheureusement s'amplifier dans les années à venir, prenant en compte notamment les enjeux au vieillissement des personnes en situation de handicap. Sur les territoires, les associations sont pleinement mobilisées dans les mises en œuvre de la réponse accompagnée pour tous, avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions aux cas qualifiés de critiques, complexes et qui touchent la plupart du temps les plus vulnérables. Mais les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins dans la mesure où les solutions qui peuvent être apportées sont temporaires et très souvent partielles. Elles peuvent également être maltraitantes. Les bribes de solutions apportées aux enfants en situation de handicap qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance le sont trop souvent. Il est urgent de développer des nouvelles solutions d'accompagnement pour les adultes en situation de handicap, mais il est également urgent
de multiplier les accompagnements à l'école de droit commun ou spécialisés pour les enfants en situation de handicap. Rappelons que 6600 jeunes adultes sont maintenus en amendement Creton plus de 20 ans dans les établissements spécialisés pour enfants et des milliers d'autres enfants et adultes en situation de handicap sont laissés à la charge de leur famille sans aucun accompagnement. Ces situations doivent cesser. Alors, on va faire pareil. Le collectif handicap dont fait partie l'UNAPI souhaiterait demander au gouvernement quelles mesures vont être mises en œuvre pour que le mot « sans solution » disparaisse du vocabulaire d'ici à la fin du quinquennat. Très bien. Alors, je sais que vous voulez tous poser vos questions, mais il va falloir... Vous voyez, il est 11h08, on devrait bientôt terminer cette séquence. Et j'aimerais bien qu'on puisse entendre les ministres sur ces 2 sujets, voire 3 sujets, 4 sujets majeurs qui ont été soulevés. Donc évidemment, on va appeler eh bien, parmi nous les ministres qui se sentent concernés. Venez avec nous. Adrien Taquet, parce que sur les sans-solutions, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi beaucoup de sans-solutions ou de difficultés de solutions d'enfants qui relèvent aussi de la protection de l'enfance. Évidemment, vous pouvez prendre la parole. Oui, vous avez raison, Madame la ministre du Travail, vous m'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre et ça m'embête beaucoup, mais eh bien, vous répondrez après, voilà. Donc on va... ah oui, on m'a dit qu'il fallait que j'organise, alors j'organise. Alors... On y va. Qui commence? Le sport. Je vais commencer. Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur, vous avez abordé tout à l'heure dans la première question l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, en France, en 2024. Évidemment, nous comptons et nous avons cet objectif d'organiser particulièrement les Jeux Paralympiques dans la perspective dont les autres pays organisateurs avant l'ont fait. Pas simplement pour changer de regard sur le handicap, mais au contraire pour intéresser le pays au handicap. Londres 2012 l'a réussi à merveille. Ça doit être notre challenge aujourd'hui au travers des sportifs qu'on va montrer à la télévision, au travers des stades, qu'on va remplir avec des spectateurs pour qu'ils voient le handicap sous cet aspect aussi de recherche, de rêve, de briller au travers de la performance, de se confronter, de se dépasser. On a envie que le handicap puisse intéresser, mais effectivement, il y a des challenges. Il faut que les personnes puissent accéder au stade et surtout les publics handicapés qui vont venir voir ce spectacle. Il faut aussi que ce spectacle soit rediffusé. Avec Franck Riester, nous travaillons actuellement sur une mise à jour du décret de 2004 pour la rediffusion en clair de manifestations sportives avec 2 priorités, le sport féminin et le sport handicap. Et évidemment, la retransmission en clair des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques doit être une priorité pour nous, et elle l'est. Et puis, sur l'accessibilité, aujourd'hui, on travaille avec le COJO main dans la main pour que, même si on n'arrivera pas, il ne faut pas avoir l'illusion non plus de refaire l'accessibilité de, je pense, tout le réseau souterrain, tous les métros accessible, au moins que quelques lignes le soient de bout en bout, et puis compléter cette offre par une offre au-dessus avec des bus et des transports pour qu'on puisse effectivement être à la hauteur de ce qui est attendu de nous, mais que ça nous fasse avancer vers cet objectif évidemment qu'on doit garder en tête, rendre accessible également le réseau souterrain à terme. Ce ne sera pas fait là dans les 4 ans, il ne faut pas avoir cette illusion en tête, mais on avancera, j'espère fortement, et on y travaille à chaque fois avec Sophie Cluzel et le COJO, et la mairie de Paris, évidemment, la région Île-de-France. Lorsque nous parlons aussi des Jeux Olympiques, il s'agit aussi de parler d'héritage de ces Jeux et d'accès au sport et aux loisirs pour toutes les personnes handicapées. Et depuis le 3 décembre dernier, fonctionne aujourd'hui sur Internet une offre spécifique pour les personnes handicapées, qui est le Handi-Guide des sports, qui permet d'avoir une visibilité très précise, très de qualité sur l'offre sportive et de loisirs qui existe dans toute la France, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux filtres qu'il est possible de mettre en place, qui incluent également les modes de transport pour accéder à ces équipements sportifs, et un vrai engagement des acteurs, puisqu'on l'a construit, ce Handi-Guide des sports, avec une centaine
de participants d'associations et de personnes handicapées qui nous ont dit ce dont elles avaient besoin. Il y a la possibilité au travers de ce site de créer aussi une véritable communauté avec des avis qui pourront être partagés, négatifs, positifs sur les structures, et aussi la possibilité pour des structures, des associations de s'inscrire et d'établir elles-mêmes leurs fiches en mettant en avant leurs compétences, la compétence des éducateurs qui accueillent les personnes handicapées, leurs aidants, leurs accompagnants, et une volonté aussi d'améliorer la qualité de cet encadrement sur laquelle nous travaillons avec un module de sensibilisation au handicap pour tous les encadrants sportifs, que nous voulons pas rendre obligatoire, mais en tout cas rendre beaucoup plus accessible et disponible à tous ces métiers du sport qui ont vocation à proposer cette offre, qui évidemment, l'offre sportive, joue beaucoup dans l'inclusion des personnes dans la société. Alors, on va faire... Merci beaucoup. Le sport, très important. On va vouloir faire plus court, condensé, synthétique. Donc Julien Denormandie, moi je suis le ministre en charge du logement et de la ville. J'imagine que vous êtes ravi parce que je suis au demeurant le 11e ministre qui parle depuis ce matin. Et vous dites, mais est-ce que le président va venir? On vous rassure, il va venir. Je voudrais juste répondre au président Rochon à son interpellation et puis à la vision qu'il a de son interpellation. Vous dites, ce gouvernement, ayez le courage de rendre public notamment les chiffres de l'ADAP. Il s'avère que Sophie Cluzel et tout le gouvernement, on partage la transparence. Il s'avère que j'ai dans mon dossier les chiffres, donc il s'avère que je vais vous les donner. Fin 2019, à l'issue du dépôt des ADAP, 700 000 ERP sont rentrés dans les démarches et 350 000, sont déjà accessibles. Ce qui veut dire que c'est à peu près la moitié du chemin. Je rappelle qu'en 2015, d'après ces mêmes informations dont je dispose, c'est moins de 5% des ERP qui étaient accessibles. Et donc, une grande partie du chemin a été fait, mais on n'y est pas encore, et c'est notamment tout ce qu'a annoncé Sophie Cluzel ce matin, avec, au particulier, les 1000 ambassadeurs de l'accessibilité pour aller accompagner les collectivités locales. Mais la plus grande transparence dans tous nos propos, je crois que c'est de mise, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On n'est pas du tout là pour se cacher derrière notre petit doigt ou quoi que ce soit. Le deuxième élément, c'est sur la vision. Je serai très très court. La vision du logement, moi je crois qu'il faut partir de 2 maîtres mots qui guident notre action depuis le début. C'est l'usage d'abord et l'accompagnement ensuite. L'usage, parce que tout ce qu'on essaye de développer, c'est de se dire comment le bâti peut s'adapter aux difficultés des vies qui apparaissent au fur et à mesure ou qui sont depuis la naissance, et pas du tout que ce soit notre vie qui s'adapte au bâti. Et c'est ça à partir de l'usage. Et c'est pour ça, et je suis très content, on a eu beaucoup de consultations avec un nombre colossal d'interlocuteurs, qu'on va faire en sorte que, à partir de juillet 2020 pour les rez-de-chaussée et 21 pour tous les étages, il n'y ait plus de ressaut dans les douches. On va faire en sorte que, effectivement, ça c'est déjà effectif, que les ascenseurs ils soient obligatoires maintenant à partir du R+3. Mais à chaque fois, on parle que d'une chose, c'est l'usage. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre action. Deuxièmement, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est de se dire notamment comment on peut construire des habitats inclusifs, c'est-à-dire des habitats qui accompagnent les personnes au fur et à mesure de leur vie. C'est au final ni les maisons médico-sociales, ni le logement simple. C'est un entre-deux. C'est être chez soi sans être dans la solitude. Et c'est d'ailleurs le thème de la mission qu'on a confiée avec Sophie Cluzel à Denis Pifto et à Jacques Wolfrum, que je remercie de leurs travaux, qui nous rendront leurs conclusions tout prochainement. Vivre chez soi sans vivre dans la solitude. On a modifié la loi il y a quelque temps, ce qui permet aux équipes de la ministre Monchamp de pouvoir financer notamment ces nouvelles dispositions maintenant. Et je crois que c'était là aussi une très belle avancée qu'on a fait. Usage et puis accompagnement, les 2 maîtres mots en tout cas de la vision politique qui est la nôtre sur ces sujets. Merci beaucoup. Adrien, je voulais juste rajouter que c'est aussi avec Agnès Buzyn parce que c'est le bien vieillir chez soi aussi. Et on touche l'ensemble sur ces habitats inclusifs. C'est vraiment développer le vivre au milieu des autres, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie. Donc vous voyez, c'est un grand exercice gouvernemental qu'on fait. Tous les ministres sont concernés parce qu'en fait, tous les Français sont concernés. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Adrien Taquet, je suis secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn et plus particulièrement en charge de la protection de l'enfance. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, sincèrement. Je ne vais pas répondre directement aux propos de Luc Gâteau, peut-être que Sophie voudra le faire, mais parler effectivement
d'autres enfants, d'autres personnes, en l'occurrence des enfants qui sont effectivement trop sans solution dans notre pays, sont les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, les enfants protégés, 30% des enfants protégés dans notre pays ont une reconnaissance MDPH. Et ça soulève un certain nombre d'enjeux pour nous. C'est un triple défi en fait. C'est un défi en termes de prévention, c'est un défi en termes d'évaluation et puis en termes de protection. Sur la prévention, ceux qui me connaissent un peu savent que toute la question de l'accompagnement à la parentalité, notamment la parentalité des personnes en situation de handicap est un combat, et il faut que nous accompagnions mieux la question de la parentalité quand les parents sont en situation de handicap ou quand il y a un enfant en situation de handicap. C'est tout le sens de la stratégie que nous portons pour la protection de l'enfance, où le volet prévention est très important, et on veut développer notamment tout le dispositif de relais parentaux au travers de notre territoire pour mieux accompagner les parents. Je crois que la CNH va aussi être l'opportunité de faire un certain nombre d'annonces, de mesures pour mieux accompagner la parentalité des personnes en situation de handicap. Et puis vous savez que nous travaillons avec le président de la République notamment sur un projet autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et là aussi, soyez convaincus que la question du handicap est bien évidemment totalement intégrée dans les logiques de parcours auxquelles nous sommes en train de réfléchir. La question de l'évaluation aussi. S'assurer que quand il y a une évaluation de situation de danger ou de carence éducative, il n'y a pas d'erreurs qui peuvent être effectuées. Alors ça passe par deux choses. Ça passe d'une part par le développement d'une culture commune. Il faut croiser les cultures, il faut démultiplier les formations croisées. Nous avons animé avec Marianne Monchamp il y a de cela 2 ou 3 semaines la première journée de rencontre entre les personnels de l'aide sociale à l'enfance et les personnels de la MDPH. Il faut que les personnels de l'aide sociale à l'enfance aient une meilleure connaissance du handicap, de l'ensemble des handicaps. Ça passe aussi par les outils. Nous sommes en train de moderniser avec les départements les cellules de recueil d'informations préoccupantes. Il faut que les cellules, les fameuses CRIP, lorsqu'elles sont confrontées à une situation où le handicap est en jeu, qu'elles puissent se reposer sur des ressources internes ou externes, expertes, spécialisées sur le handicap. Et ça me permet de faire une petite incise, je vois que Céline ça commence à s'impatienter, sur la question de l'autisme. Puisque sur l'autisme, les troubles du spectre autistique, avec l'aide sociale à l'enfance, je regarde Daniel Langlois, il y a un certain nombre de situations réelles ou perçues qui posent question. Nous avons mis en place un groupe de travail là aussi avec Marianne Monchamp et surtout Claire Compagnon, que je charge du regard, pour que elle est là, pour que s'agissant de l'autisme, il n'y ait plus aucune situation qui puisse prêter à confusion ou à difficulté. Dernier élément, si tu me le permets, en termes de protection. C'est important. 30%, ces gamins, ils sont au croisement du social et du médico-social. Et dans un pays comme la France, qui aime bien fonctionner en silo, quand vous êtes au croisement de 2 politiques publiques, un manque de chance, vous tombez dans le trou qui est au milieu. Nous ne savons pas accompagner ces gamins aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout le sens de la stratégie que nous portons, avec Marianne Monchamp notamment. Pour la première fois, nous allons mettre 15 millions d'euros à disposition d'appels aux projets qui doivent remonter des territoires, des départements, des associations, pour que nous inventions, parce que c'est de ça dont il s'agit, une façon nouvelle, décloisonnée, décilotée, d'accompagner ces enfants en situation de handicap. Voilà à peu près. Merci beaucoup. Merci.